Salut Marc, salut Smart, salut peuple le catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible de la team catch-up, tous les shows de la WWE et autres fédérations. À l'occasion, j'en profite, si vous avez envie de prendre des nouvelles de la All Elite Wrestling, vous avez en ligne sur la chaîne de catch-up le dernier Dynamite avec la taloge du catch et moi-même. En attendant, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, bienvenue à la WWE. Nous sommes le 5 novembre 2021 pour Friday Night SmackDown, le 1159e du nom. Ça se passe à Evansville, dans l'Indiana, USA. Alors là, on a rejoint un peu le trou du cul des États-Unis, si vous me permettez l'expression, au Ford Center. Aux commentaires, Michael Cole et Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué, que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris, votre tonton Catch-up. Et pour m'accompagner dans cette review, pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS cet épisode du monde merveilleux du show bleu, laissez-moi vous introduire mon partenaire tag team of the day, partenaire tag team gériatrique of the day, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible Papy. Salut Papy! Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, comment ça va? Ça va très très bien mon Papy, ravi d'être avec toi pour partager notre expertise de ce Friday Night SmackDown de début novembre, Road to Survivor Series, il paraît. Il paraît, on n'en parle pas hein, dans le SmackDown comme dans Raw, c'est un show tenu secret. Il faut pas Oui. dire son nom. Il ne faut pas dire son nom, ce show n'existe pas. Alors, écoute d'ailleurs, tu sais quoi, il existe tellement pas qu'il y en a même des dark matchs. Il y a nos habituels dark matchs. Et alors j'avais une petite question à te poser sur des dark matchs parce que alors déjà il y en a un qui t'aurait ravi puisque on a Johnny Gargano qui va affronter Kyle O'Reilly qui va le battre d'ailleurs en dark match. Et le deuxième match, alors là écoute, il y a Dakota Kai, ok, pour les connaisseurs de NXT, d'accord, et face à Amari Miller. Donc mon papy, si tu as des infos sur Amari Miller, je suis preneur. Surtout que Amari Miller a battu Dakota Kai. Eh ben j'ai beaucoup d'infos. A priori, Wikipédia nous dit que c'est un joueur de foot qui joue à Leeds. Donc ça doit peut-être le bon. Malheureusement, pas le bon Mary Miller que j'ai trouvé. Donc bah, vas-y, dis-moi qui c'est. J'en ai aucune idée. C'était pour ça que je te posais la question. Il n'y avait vraiment pas de malice de ma part, puisque je ne sais absolument pas qui est Amari Miller. Donc, écoute, fact-checking, peuple catch-up. On commence bien cette review de SmackDown, puisque d'entrée, on est à la colle. A priori, c'est une fille d'NXT, mais qui n'a rien fait, j'ai l'impression. A priori, oui, ça doit certainement être ça. Allez, en tout cas, on attaque le main show, qui va débuter avec la Bloodline, le champion universel Roman Reigns et les champions tag team de SmackDown, The Usos, avec Paul Heyman. Reigns va s'arrêter et se tenir sur l'entrée, alors que Heyman lui tend le titre, et il lève le titre en l'air, alors que la pyrotechnie envoie du pâté sous une bronca de la foule assez gentil, j'ai presque envie de dire. Les Bloodlines vont aller vers le ring. Cole va nous expliquer comment les Usos ont interrompu le New Day la semaine dernière, ce qui a conduit au main event sans titre, où le chevalier Kofi Kingston et le roi Xavier Woods ont obtenu la victoire. Reigns va poser sur l'apron avec son doigt en l'air. Cole lui dit que Reigns était en vacances la semaine dernière et le chef de la tribu entre sur le ring et va lever le titre pour encore plus de pyro. Décidément, ils avaient du budget en pyro cette semaine à SmackDown. Les fans vont scander You Suck à mort quand même, pendant que Reigns va prendre le micro. Et il dit qu'il n'était pas là la semaine dernière. Et que quand il est pas là la semaine dernière, c'est presque aussi pire que Raw. Une belle punchline de notre ami Roman pour commencer. Et voilà, frappé. Promo assez classique de notre chef de tête de la table depuis le début de l'année, j'ai presque envie de dire. Il a pris les vacances, il a entendu que tout le monde a râlé, mais voilà, personne ne doit s'inquiéter parce que dorénavant, il est là et il demande bien sûr à la toute petite ville, Evansville, la toute petite ville, de le reconnaître, acknowledge him. Il explique que lui et sa femme, il va même nous parler de ses vacances, mon papy. J'espère que toi, t'en avais bien profité, parce que lui, il a passé une semaine formidable, apparemment, Roman Reigns, à courir nu sur une île privée, enfin privatisée en tout cas. Il pense que tout le monde n'a pas eu une bonne semaine comme ça, et en fait, c'était une mauvaise semaine pour beaucoup d'entre nous.
Il dit que Lesnar, lui, entre autres, a eu une mauvaise semaine parce qu'il s'est fait imposer une amende d'1 million de dollars la semaine dernière et a été suspendu indéfiniment, ce qui, je pense, l'arrange bien notre ami Roman. Il explique quand même qu'il est responsable de ça parce que c'est lui qui a le pouvoir et il fait en sorte que ce genre de choses arrive. Roman va demander à Eman ce qui s'est passé la semaine dernière. Eman va un peu râler à propos de Kayla Braxton qui le harcèle tous les vendredis, mais ça, c'est pas faux. Mais c'est pas ça que Reigns demande. Eman parle de la façon dont les Usos ont perdu le match sans titre la semaine dernière contre les Union. On revient à la semaine dernière. Et Reigns explique que si les fans aiment les New Day, eh ben, il les félicite, mais il dit que c'est pas meilleur que la Bloodline. Il a du mal à comprendre comment les cousins ont pu être battus finalement par le New Day. Il va demander un peu lequel des Usos a subi la défaite. Alors t'as vu, il est comme nous, hein, Roman. Hein, il a du mal à différencier Jimmy et Jay. Donc du coup, il sait pas trop c'est lequel qui a gagné ou perdu, qui s'est en l'occurrence perdu. Reigns finalement va mettre son bras autour de Jimmy Uso, alors que les fans commencent à chanter pour le New Day. Reigns va expliquer à Jimmy que voilà comment il va résoudre le problème, et Jimmy dit à Reigns que il va enlever la couronne de Woods et qu'il va lui faire reconnaître qui est le chef de tribu, qui est le vrai roi, qui est le champion universel. La musique s'interrompt et arrive évidemment King Woods et Kofi Kingston sur cette affaire. Ils vont narguer les Bloodlines. Déjà, pendant un bon moment, Woods va proposer que si Jimmy peut le battre ce soir, bah Woods le reconnaîtra effectivement comme le chef tribal. Mais si Woods gagne, ça sera Jimmy qui sera obligé de plier le genou devant lui, d'acknowledge le roi. Jimmy dit que personne ne prend des ordres de ces idiots, ni ne plie le genou. Jey Uso va prendre la parole et va dire que c'est le Bloodline qui plie le genou devant personne. Eman, lui de l'autre côté, il va hurler avant que Reigns ne prenne la parole et accepte le défi pour le Bloodline. C'est le patron finalement qui accepte le défi. Kofi va annoncer Jimmy versus King Woods pour ce soir. La musique retentit alors que Cole confirme également le match. Et le Bloodline va regarder depuis le ring pour finir le segment. Ainsi commence ce SmackDown quoi, avec la Bloodline versus le New Day, qui est, il semblerait, la rivalité phare dorénavant de SmackDown, mon bon papy. Sans aucun, j'ai presque envie de dire, sans aucune adversité pour pour la tête de la table d'ailleurs. Alors après, s'il y a aucune adversité, si ça reste tag team contre tag team, mais Ouais. effectivement, là, on est revenu sur du classique, hein, sur Roman Reigns qui prend les commandes du fil bleu, puis qui va le certainement, et on le verra ensuite, le garder jusqu'à la fin du show. Après une semaine dernière qui était un peu zerbe parce qu'il n'y avait pas Roman Reigns, et puis qu'il avait l'impression qu'ils n'avaient aucune idée de quoi dire dans leur SmackDown, et qu'ils s'étaient pas trop fait chier, et bah là, bah, directement, tu redémarres sur du classique et du bon, parce que le segment était bon. Donc c'est plutôt bien, quoi. Et j'ai trouvé ça, ouais, l'avantage, c'est que grâce à la popularité des New Day, tu as vraiment une confrontation heel-face avec ces deux-là, et t'as pas de risque que le Bloodline récupère un peu trop de pop. Là, ils sont vraiment identifiés dans cette affaire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, ouais c'était plutôt bien, ça tourne bien. J'ai envie de te dire que les New Day et les Usos, ils se connaissent tellement par cœur que maintenant, c'est presque quasiment ça déroule. Donc, et j'ai surtout trouvé excellent Roman avec voilà tout ce côté là lié au fait qu'il soit en vacances et que du coup SmackDown devienne un peu pérave sans lui. J'ai Il a trouvé ça raison. très... Ouais, j'ai trouvé ça très bon. Et en même temps, il met un tacle à Raw que je trouve assez injustifié en ce moment. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais du coup, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt bien foutu. Alors, est-ce que la suite de ce SmackDown va être aussi bien foutu que cet opener? Eh ben, écoutez, on va vous le dire tout de suite. Parce que la suite, ça va être avec Naomi. Et oui, avec Naomi. Naomi, elle est revenue un peu dans le game à SmackDown depuis quelques temps. Et ça se passe en général avec elle et Sonya Deville. Et c'est Shayna Baszler qui sert de tierce personne dans cette affaire. Du coup, on va avoir droit à un match entre Shayna Baszler et Naomi. Alors, d'abord, il va y avoir une première phase entre les deux femmes. Qui va durer 2 minutes quoi où Naomi va gagner le match en fait de manière un petit peu illégale, on va dire ça comme ça. Elle avait remporté le match avec un roll-up en s'aidant plus ou moins avec les cordes, il me semble, hein. Non, c'est pas ça, en fait. C'est C'est pas les que, cordes. non, en fait, c'est Shayna qui porte son finish, là, sa prise de soumission à Naomi. Naomi s'accroche dans les cordes, et Oui, ah oui. dans la continuité, en fait, elle fait son finish, enfin son roll-up, en fait. Et du coup, le Sonia Deville intervient, c'est ce que tu vas dire, mais c'est pour dire qu'en fait, normalement, l'arbitre aurait dû faire un rope break et du coup Ouais. séparer les lutteuses, ce qu'il a pas fait.
Tout à fait. Merci, Papy, de cette précision. Et effectivement, ça a relancé le match. Et au bout d'un match de 6 minutes 25 où il n'y a pas grand chose à en dire entre Shayna Baszler et Naomi, victoire de Shayna Baszler. Alors c'est assez étrange parce que finalement ces deux filles, Naomi elle a un petit palmarès quand même à WWE mine de rien. Shayna Baszler c'était un peu the next big thing chez les filles. Et puis bah là elle se retrouve dans la low mid card de SmackDown mon papy. Je suis pas sûr. Ah ouais? Je Tu suis crois pas sûr que parce tu crois que c'est que un ascenseur pour le main event ce qu'on voit en ce moment? bah je me pose la question pour Naomi parce qu'il y a tellement pas de face à SmackDown que je me dis c'est peut-être la plus calibrée pour être top face de SmackDown. Sachant en plus que bah moi je voyais bien l'histoire, rejoindre la Bloodline, aller contre les comment ça s'appelle là, les Hitro, parce qu'ils ont trois garçons et une fille. Mais non, ils ont viré la fille. Et donc du coup, il n'y a plus besoin de rajouter Naomi dans cette affaire. Et donc je me dis, c'est peut-être un ascenseur pour Naomi. Alors pas pour Shayna, parce que de toute façon, Shayna, elle passe son temps à. Alors elle gagne des matchs, mais c'est avec de l'aide. Donc quelque part, elle job. Donc elle est quand même montrée super faible, Shayna Baszler. Donc je suis pas encore certain que ce soit pas une façon de repositionner Naomi. Et quand Charlotte, sans Charlotte, elle en a encore un petit. Elle se sera débarrassée de Sacha parce qu'elles vont pas pouvoir rester à se fighter l'une contre l'autre pendant 107 ans. Bah, je serais pas étonné que Naomi soit pas dans le coin à ce moment-là, quoi. Ouais, alors avoue que relancer Naomi en la faisant perdre par soumission clean un match, je trouve que c'est pas la meilleure des Elle manières de part pas clean. relancer. Ouais, on va dire ça comme L'intervention ça. Mais... de Deville, ça fait 2 fois de suite qu'elle a l'intervention de Deville. S'il n'y a pas de Deville, elle perd les 2 matchs chez la Baszler. Alors ça, je suis d'accord avec toi. C'est clair qu'à chaque fois, c'est les interventions des heels qui provoquent ces défaites. Et que c'est clair qu'elle est dans l'œil du cyclone avec la pseudo générale manageuse de SmackDown. Et que du coup, Shayna Baszler est là pour servir d'enforceur. Et bon, oh, est-ce que c'est très très intéressant cette rivalité? C'est un peu compliqué. J'espère juste que finalement, t'aurais raison et que ça serait un ascenseur pour les emmener un peu plus haut. Pourquoi pas après tout. Allez dans notre... Ça serait le seul intérêt parce que non pas Shayna Baszler, Sonya Deville, c'est ridicule, hein, son personnage de personnage d'autorité qui ne sert à rien hormis faire chez Naomi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est vraiment mauvais ça, hein. Ah oui, parce que son rôle se retrouve exclusivement à gérer le cas Naomi et à Sonia Deville. Ça va, elle a pas le boulot le plus compliqué du monde, elle. Hein. Non, et c'est Ouais. cher payé certainement pour faire ça. Ouais, exactement. Allez, on revient direct, on va repartir par le fil rouge avec la Bloodline qui est en coulisses dans la suite du vestiaire de Roman Reigns. Lui, il est en train de fulminer sur le fait qu'il a pris des vacances, que SmackDown ça craint, c'est presque aussi mauvais que Raw, les Usos ils rient, ils se marrent. Et Reigns, alors là, Reigns ça lui fait pas du tout marrer et il leur explique que non, c'est pas un joke, c'est pas une blague, les gars. Jimmy, il semble plus ou moins s'excuser, mais Reigns il est contrarié, il s'en prend à Jimmy. Il va demander à Jimmy Uso ce qu'ils font pas et c'est perdre parce que ce sont eux et donc ils n'ont pas intérêt à perdre. Alors Jay il va les encourager. Jay on sent que c'est le motivateur dans l'affaire, celui qui essaye toujours un petit peu de calmer les choses. Et puis il va partir d'ailleurs avec Jimmy sous le regard de Reigns. Il y a de la tension. Finalement, j'ai presque envie de te dire, Papy, que la tension entre Jimmy et Roman Reigns, c'est presque un running angle dans le relationnel qu'il y a dans la Bloodline. Ouais, bah, depuis son retour de blessure, Jimmy, il a toujours été Ça assez, date maintenant. Hein. bah, ouais, assez chelou parce qu'en plus, autant de G, c'était un poil révélé en tant que main event Jey Uso, le mec qui gagne des matchs, autant Jimmy, depuis qu'il est revenu, c'est Jimmy la loose, quoi. Donc, ouais, et en plus, alors ne pas oublier que c'est le mari de Naomi. Est-ce que du coup, ça serait peut-être, ils vont nous refaire un double, enfin un face turn de Jimmy? Non, j'y crois pas du tout. Mais par contre, ouais, il est un peu dans le. Tu parlais d'œil du cyclone. Là, Jimmy, il y est clairement là. Ouais, il y a clairement. Mais c'est marrant ce truc qui revient tout le temps, quoi. Avec Jimmy, il y a toujours un truc qui déconne, toujours un truc qui va pas. Et je trouve ça assez amusant, en fait, avec le temps. Et en fait, Roman Reigns, moi, m'a beaucoup plu dans les segments tout au long de ce SmackDown là-dessus, quoi.
Je l'ai trouvé très bon quoi dans l'acting. En même temps, ce côté un peu blasé là, attends, c'est pas possible quoi. Voilà, je me prends une semaine off peinard et c'est le dawa quoi. Donc je trouve ça plutôt sympa quoi. Allez, on va voir une petite vidéo où on voit comment Shotzi Blackheart, enfin Shotzi tout court maintenant, a attaqué Sasha Banks la semaine dernière. Shotzi, elle sera là la prochaine fois. Retour à la pub. De retour de la pub, on a une nouvelle vignette pour nous annoncer, et alors décidément on nous l'annonce tous les vendredis en ce moment, mais quand viendra-t-elle? En l'occurrence, Xayali, mon bon papy. Xayali est sur la route de SmackDown, on parle même pas des Survivor Series là, mais déjà de SmackDown, mais elle a l'air d'avoir du mal à trouver la porte de l'entrée. Hein. Ouais, bah après, c'est, je suis pas, enfin, je suis impatient sans être impatient de la voir, en fait. S'ils ont pas d'idée pour elle, ça sert à rien de la foutre à l'antenne, parce que ça reste quand même une fille assez rookie dans l'âme. Donc, si tu sais pas quoi en faire, bah, ça risque d'être, j'ai peur de l'échec industriel, quoi. Donc, autant qu'ils se la gardent pour le jour où ils auront une micro idée de segment. Mais là, ouais, je suis pas Ah, sûr qu'ils fassent ils ont intérêt à avoir des vrais plans pour elle, parce que étant donné qu'ils lorgnent sur le marché chinois, ils ont intérêt de pas se planter avec Zayali. Alors moi j'ai toute confiance en cette fille, je pense qu'elle va réussir. Ceci n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Mais moi je pense qu'elle a absolument tout pour réussir. Il faudra juste, comme tu dis, qu'il la balance au bon moment avec le bon momentum. Mais il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, donc pour l'instant, on se contente des packages vidéo de Xayali. À noter que je crois que Boa, son ancien collègue à NXT, a catché cette semaine d'ailleurs à NXT. Et En fait, ils sont restés en équipe. Enfin, là, comment elle s'appelle là? T'as l'espèce de chef Tiancha, qui reste Tiancha. avec Boa. Et Boa a même gagné un match de mémoire cette semaine. Ouais. Et il fait évoluer son personnage a priori parce qu'il est revenu avec un maquillage et tout le bordel, quoi. Mais bon, lui pour le coup, il est toujours en formation. Tu parlais du marché chinois. Je pense que il continue à le faire travailler pour que lui soit prêt, mais il part de plus loin. Pour le coup, il est très jeune, lui, je crois. Donc, bon, il a encore le temps de voir venir. Allez, en coulisses, en backstage, on aura Keller Braxton qui va être en coulisses avec Ridge Holland, le nouveau venu dans le show bleu. Elle lui demande ce qu'il attend le plus de SmackDown. Il dit qu'il est impatient de rencontrer son idole, en l'occurrence le guerrier celte, Sheamus. Il explique que Sheamus est dur et tough, robuste, et qu'il gère ses affaires comme lui et qu'il s'adapterait parfaitement à son pays. Holland, il raconte que tout le monde dans son pub local avait l'habitude de regarder Sheamus quand il faisait des gros matchs, y compris lors de sa victoire au titre WWE contre John Cena, sa victoire au Royal Rumble. Bref, il nous rappelle tous les faits de gloire un peu de Sheamus. Il explique que c'est une inspiration pour lui et que c'est une terrible nouvelle pour le reste de SmackDown. Et finalement, il va tapoter un petit peu sa petite baguette là, et puis il va s'en aller. Il n'en dira pas beaucoup plus. On se constate juste que Ridge Holland est donc le bien beau gabarit annoncé. Et effectivement, Holland versus Sheamus, what a collision, cher papy. Ou Hollande avec Sheamus, hein, parce Ou que Holland avec Sheamus, ouais, pourquoi pas, ouais. il est tellement green Hollande que je me demande si Sheamus va pas le servir de Sherpa. On verra. Ouais, on verra ça avec donc le petit nouveau du côté du show bleu. On aura Michael Cole, tiens, ma petite info qui sert à rien sur Michael Cole. Est-ce que tu as appris, mon bon papy, qu'en fait Michael Cole, il était plus qu'à moitié sourd. Il est sourd à 65%. On se demande comment il fait. Hein. C'est à Bah, cause de tout. C'est c'est à certainement à cause cause. de l'autre, là, celui qui gueule dans ses oreilles toutes les 5 minutes. Bah ouais, ça fait 25 ans qu'il y a un mec qui lui hurle dans les oreilles à l'oreillette. Alors effectivement, au bout d'un moment, bah, ça a un peu fait du mal à son audition, à ce cher Michael Cole. Alors là, bon, il nous montre que ça va quand même un peu mieux pour ce soir. Il a un bon appareil auditif. Il nous explique comment la championne féminine de SmackDown, Charlotte Flair, a gagné un match contre Shotzi la semaine dernière et comment Shotzi a détruit Sasha Banks après le match. Kayla est en backstage avec Shotzi, elle lui demande ce qui s'est passé la semaine dernière. Shotzi, elle explique qu'elle en a assez, qu'elle en a finalement assez. Elle a perdu des opportunités de titres, elle a perdu sa partenaire de tag team, elle a perdu le soutien du WWE Universe. Et grâce à Banks, la semaine dernière, elle a perdu le plus grand match de toute sa carrière. Bref, c'est la lose. Donc Shotzi, elle va pas rigoler bien longtemps et que tout ça, ça va pas durer comme ça. Elle dit que l'attitude condescendante de Banks a été un peu son point de rupture et que maintenant Sasha Banks est devenue sa cible, le target. Shotzi dit qu'elle va écraser Banks et toute personne qui se mettra en travers de son chemin et qu'elle aura pas besoin d'un tank pour le faire. Et là-dessus, elle s'en va.
Donc, papy, après ce départ de Shotzi et cette petite colère au micro de Kayla Braxton, est-ce que tu sens un peu plus d'avenir concernant Shotzi? Bah, l'avenir immédiat, je pense que qu'elle n'aura plus son tank, et c'est une bonne nouvelle. Elle l'annonce comme ça, mais bon, de toute façon, je m'en doutais bien qu'en passant Hill, ils allaient arrêter de la faire arriver avec un jouet. Pour le reste, bon, elle va démarrer, elle fait son U-turn, un U-turn classique. C'est pas là-dessus qu'elle sera convaincante. Maintenant, elle va pouvoir travailler. Elle va certainement avoir un petit programme avec Sacha qui va pouvoir lui apprendre un peu les ficelles du métier. Bon, je suis pas super emballé parce que j'ai toujours eu des réticences avec Totsi, mais on verra bien ce que ça donne. Je laisse la chance au produit. On se, on se rembarque vers la Tag Team Division du show bleu. Puisqu'on va avoir un match entre Angel Garza et Humberto Carrillo, qui sont dorénavant appelés les Los Lotarios, face à une nouvelle équipe également, puisqu'en l'occurrence, c'est Cesaro et Mansour. Alors, est-ce que c'est un attelage de fortune spécialement pour ce soir à Evansville, Indiana, ou est-ce que c'est quelque chose de définitif? On n'en saura pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir un match qui va être assez expédié, puisqu'il va durer 5 minutes tout rond. Cesaro Mansour n'auront pas eu le temps de montrer énormément de choses. C'est surtout Angel Garza et Humberto Carrillo qui vont être mis en avant. Cesaro va sauver Mansour d'une prise à deux, mais Carrillo va lui coller un super kick et Mansour va être envoyé au sol. Carrillo va immobiliser Cesaro avec le Mutalock, alors que Garza va porter un gros dropkick au sol pour le couvrir, pour le pin. 1, 2, 3. Première victoire dans leur premier match à Friday Night SmackDown des Los Lotarios, mon papy. Yes, première victoire. Bon, il n'y a rien de spécial. L'avantage qu'ils sont tag team, c'est que du coup, on n'a plus le finisher horrible de Garza. Pas quoi dire d'autre pour les deux autres. Ben, je parlais de Ciampa tout à l'heure de Sheamus pour comment il s'appelle pour merde, j'arrive plus. Pour Ridge Holland. Là, je pense que Cesaro fait aussi Ciampa pour Mansour. C'est de la Lolo card. Il a totalement disparu, l'ami Cesaro là euh, de comment ça s'appelle du haut de la carte. Hein. Ouais, bah écoute, bon, moi, alors qu'on donne la victoire aux Los Lotarios, etc., on les lance, tout ça, bon, pourquoi pas. Vraiment, moi, grosse surprise de voir Cesaro débarquer en tag team avec Mansour. Pour moi, là, il y a un truc qui va pas, là, il y a un truc qui colle pas. Je comprends pas trop. Donc, voilà, et au final, même les Los Lotarios, je trouve que la vente des mecs est pas forcément géniale, parce qu'un match de 5 minutes expédié, sans grands intérêts. Bon, ouais, bref, c'était très très faible. J'ai pas été spécialement convaincu. Allez, on retourne en backstage. Beaucoup de backstage avec Jeff Hardy. Jeff Hardy qui est en coulisses, qui est en train de parler avec Alia, qui a l'air de bien s'entendre avec Alia. Hein. Kayla Braxton qui est toujours dans le coin vient les interrompre pour une interview. Hardy va d'ailleurs en profiter pour présenter Alia à Kayla, quoi, qui elle va être présentée, elle va se barrer. On va laisser faire l'interview. Mais Jeff va s'excuser, il va arrêter Kayla pour lui dire qu'il puisse suivre Alia. Quand il voit qu'elle s'arrête, et en fait, elle est en train de parler à Sami Zayn, qui en fait, apparemment, est en train de la harceler. Ouh là là, Sami, il est en train d'expliquer à Alia que tout est une question d'apparence ici, qu'elle devrait montrer aux gens qu'elle est sérieuse en portant un tailleur pantalon. Tiens. Là-dessus, il s'en va. Alia demande à Hardy si Sami il est toujours comme ça. Et Hardy, en fait, il lui répond tout simplement que bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Et il lui souhaite la bienvenue à SmackDown. Drôle de manière d'introniser Alia à SmackDown, quand même, mon papy, non? Ouais. Après, comme ça, je pense que ça signifie qu'elle sera face. Oui. On verra ce que ça donne pour la suite. J'ai l'impression enfin, en fait, ça me dérange sans me déranger. C'est-à-dire que quelque part, on les voit très régulièrement, que ce soit Jeff Hardy et Sami Zayn. Par contre, on les voit tout le temps en coulisses, rarement dans le ring. Je pense quand même qu'ils misent sur ces gars-là parce qu'ils les font comme se croiser, avoir des petites interactions, développer leur personnalité. Donc je pense pas qu'on puisse les abandonner. Par contre, vivement qu'ils aient un programme in-ring, ces gens-là. Ouais. Alors celui qui a un programme in-ring, parce qu'en fait il se le book lui-même chaque semaine, c'est le bel homme, c'est le psychopathe écossais, puisque Drew McIntyre est entre les cordes, et il appelle pour son Opel Challenge hebdomadaire, qui va répondre
à cet Open Challenge, et ben ça va être tout simplement Ricky la belle vie, oui, notre ami Ricochet, qui va répondre à cet Open Challenge. Et on est parti pour un match. Mais alors, un match pareil, encore une fois, expédié. Vous vouliez un match tag team de 5 minutes, vous l'avez eu. Vous voulez un match de 3 minutes 40 entre Ricochet et Drew McIntyre, vous l'avez eu aussi. Alors, le pauvre Ricky va se faire suspendre en plein vol, puisque le finisher, c'est surtout le finisher qui a marqué, puisqu'après une tentative, grosse tentative de voltigeur de notre ami Ricky, il va se faire cueillir par un Claymore aérien et va se faire décapiter pour le compte en plein vol. 1, 2, 3, victoire sans surprise et extrêmement expéditif de la part de notre Drew McIntyre. Après le match, d'ailleurs, il va se tenir debout pendant que la musique retentit et que l'arbitre vérifie un peu dans quel état est notre Ricky. Drew va un peu même narguer Ricochet quoi, pour un babyface, c'est pas joli. Il s'en va, il s'arrête, il regarde de nouveau le ring et il dit pas mal à Ricochet. Et puis finalement, il s'en va, quoi. Voilà, quoi. Donc c'était l'Open Challenge du bel homme, papy. Ouais, ah, enfin, j'arrive même pas à faire ma phrase. Comment te dire ça? L'Open Challenge du bel homme, bah, c'est bien, enfin, c'est bien sans être bien. Ce qui est bien, c'est que Drew McIntyre perd pas son temps avec des low carders. Dès qu'on lui remet un, il démolit. C'est déjà bien. Ce qui est moins bien, c'est que il y a pas de programme en fait, hein. Il arrive à SmackDown, il peut pas aller directement contre Roman Reigns parce que c'est trop tôt pour lui, je pense. On va le garder pour le printemps. Et donc du coup, bah en attendant, il se fait chier puis il enchaîne les squash. C'est pas dramatique, c'est pas non plus super passionnant. J'espère comme qu'il va avoir une petite rivalité de transition le temps de se coller Reigns. Je sais pas, on pourrait pas lui filer un bon Zayn, c'est déjà fait. Même un Corbin, ça limiterait la casse, quoi. Mais là, lui faire affronter des jobbers semaine après semaine, ça risque d'être vite saoulant. Ouais, je sais pas combien de temps ça va durer cette affaire d'Open Challenge. Effectivement, dont McIntyre, comme tu dis, ils ont un peu du mal à le caser pour l'instant complètement dans la carte. Ils l'envoient pas vers le main event directement, donc effectivement, pour l'instant, ils se contentent de squash match où il élimine la concurrence en 3-4 minutes. Bon, ça donne, ça donne quelques moves spectaculaires, ça casse quelques mâchoires. Voilà, c'est pas super enthousiasmant. Mais c'est pas le pire non plus, quoi. Allez, on continue. Alors là, il va y avoir une chier de segments backstage avec Ella Braxton d'abord qui sera en coulisses avec les New Day pour parler du main event. Ils vont faire des promos sur Jimmy, ils vont voilà, balancer sur Jimmy, trash talking. Comment Uso vont être obligés de plier les genoux devant le King Woods. Et Kofi va lancer un chant Hail King Woods qui va marcher fort avec le public d'Evansville pendant que Woods danse pour terminer le segment. On va retourner sur le ring pour un autre épisode à pas manquer de Happy Talk. Alors ça, à pas manquer, c'est à voir. Baron Corbin et Madcap Moss arrivent en riant. Leur invité, c'est les Viking Raiders. Bon, Moss, je je suis un peu emmerdé avec ce segment-là. Parce que franchement, moi, ça m'a tellement pas intéressé. Mais grosso merdo, Moss, il va expliquer à Corbin qu'Eric et Ivar, ils ont pas l'air heureux du tout. Parce que c'est donc les invités. Corbin, il devrait comprendre le concept de l'émission avant de venir, quoi. Parce qu'en fait, pour eux, ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. Ils s'en sont pris auparavant à Rick Boogs et à Shinsuke Nakamura pour la victoire de la semaine dernière. Il explique que c'est pas leur faute. Il y a tout simplement pas de concurrence pour eux ici, quoi. Et c'est pour ça que les Viking Raiders, finalement, se sont décidés à sortir sortir du bois pour venir s'attaquer aux deux rigolos de service. Ivar d'ailleurs il dit qu'ils sont tout simplement ici pour faire un raid sur Happy Talk parce que c'est ringard et ça craint, it sucks. Corbin il dit que les Vikings c'est des aigris quoi, avec des gars qui portent encore des costumes d'Halloween. Il a justement ce qu'il faut pour leur remonter le moral. Une bonne blague de Moss qui va raconter une bonne blague bien pourrie qui va les faire rire, mais qui va faire rire que lui et Corbin. Les fans vont huer gravement la blague toute pourrie que je vous redonnerai pas. Eric et Ivar vont commencer à détruire le plateau du Happy Talk et Corbin et Moss vont se retirer au sol. Finalement là-dessus, match entre les Viking Raiders et Happy Corbin, enfin tag team match avec Madcap Moss. Un match qui va être aussi extrêmement rapide puisque ça va durer 4 minutes et qui va se finir par un pauvre count-out. Les Viking Raiders vont tenter de finir le match avec un splash sur du haut du turnbuckle. Mais Moss et Corbin vont s'échapper et vont finalement perdre le match par des comptes à l'extérieur. Là-dessus, la musique retentit pendant qu'Ivar et Eric défient Corbin et Moss de revenir sur le ring. Mais ils ne reviendront jamais. Voilà, ça c'était le segment Happy Talk de la semaine. Alors, est-ce que t'es happy, papy?
Plus rien à faire. C'est là on est en pleine. C'est un peu ce que je reprochais à Raw. C'est on est en pleine introduction des personnages, donc du coup on nous fout les Viking Raiders pour une première arrivée, on leur met des méchants en face, ils leur pètent la tronche. Il y a zéro suspense, il y a zéro intérêt parce que je pense pas qu'il y ait le moins de continuité là-dedans. Je dirais ils sont tous dans la division tag team, mais je suis même pas sûr parce que Corbin on sait pas vraiment où il est. Bon, voilà, hein, c'est un segment de transition. Ouais. Ouais, je suis dans la même médiocritude. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. Enfin, ça m'a pas intéressé. Bon, voilà, je me dis juste qu'au moins on a deux équipes là pour la Tag Team Division déjà, et puis on verra bien la suite, quoi, parce que vraiment, c'est vraiment pas mon kiff. Derrière, on va retrouver Sami Zayn, tiens, qui va approcher nos amis de Hit Row, Isaiah Swerve Scott, Top Dollar et Ashante Adonis. On leur souhaiter la bienvenue à SmackDown et il va leur dire qu'en tant que leader du vestiaire, il faut parfois qu'ils disent aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre et que leur entrée la semaine dernière c'était un peu plat, donc en fait c'était nul. Donc il se dit qu'il pourrait être de big players hein, ici à SmackDown, en particulier Top Dollar d'ailleurs, hein, qui pourrait être un pilier hein, de la marque SmackDown, quoi. Mais ils ont besoin de bosser, ils ont besoin d'un peu plus de finesse. Dollar du coup il va demander à Sami s'il peut leur montrer ce qu'ils veut dire faire une entrée appropriée. Et Sami il dit qu'il peut quoi, puis il s'en va en leur disant de préparer de prendre des notes et de le suivre. Donc Hitro se fout un peu de sa gueule quoi. Et Sami lui pendant ce temps se précipite. On aura avant l'arrivée de Sami une vidéo avec le package des meilleurs moments d'Euro. Et on retournera sur la scène avec Sami Zayn qui rentre en musique et effectivement qui rentre complètement déchaîné, qui se roule par terre. Enfin bref, il donne des coups de pied partout. C'est la folie pour Sami Zayn. Voilà, c'était la manière de Sami Zayn de faire une entrée correcte. Il va prendre le micro, il va nous dire que c'est comme ça qu'il faut faire les enfants. Ça s'appelle être sans peur, ça s'appelle avoir de la présence, être dans le présent. Que vous devez être quand vous êtes dans le vestiaire de SmackDown. Il explique que Hitro peut avoir ces mêmes qualités avec son leadership parce que tu vas me dire ce que t'en penses, mais il se présente quasiment comme assez chaud pour le fait de prendre le leadership justement du Hitro. Il va appeler les fans à donner un grand accueil à SmackDown des Hitro. La musique va retentir. Là-dessus, les trois vont sortir. Ils vont dire à Sami qui pense qu'il dirige Hitro, mais qu'il faudrait pas qu'ils laissent couler de l'eau dans leur bain. Moi, je sais pas, ça c'était une vanne à l'américaine. Ouais, c'était pas intéressant. Ouais, du coup, d'ailleurs, Sami dit que c'est nul, hein, et finalement, ça va déclencher un chant Sami est nul, d'ailleurs, de la part de la foule. Il est dit que c'est très bien, s'ils veulent pas de son aide, il va partir. Ils vont bloquer l'entrée. Sami dit qu'il est pas venu pour se battre. Finalement, il le laisse passer, et Sami dit qu'il oubliera pas ça. Hitro vont se moquer de lui, et maintenant, si vous le saviez pas, bah maintenant, vous savez, et c'est Hitro qui va célébrer dans un segment, finalement, il ne se passera rien en termes de catch, hein, mon papy. Non, toujours l'introduction de personnages. Toujours on prend des tauliers de SmackDown. Donc là, parmi c'est celui-là, le segment d'avant. On a vu Jeff Hardy et Zayn dans le segment d'encore avant. Et puis là, bah, c'est Rosane dans le segment pour Hitro. Ils mettent les tauliers pour introduire les nouvelles têtes. Et c'est pas dérangeant. Ça fait pas franchement avancer le bousin. Je pense que ça a commencé à faire quelques semaines là qu'on introduit des nouvelles têtes. Ce serait bien qu'ils commencent à faire quelque chose. Après, je me souviens par exemple des Street Profits, ils ont quand même été introduits comme nouvelles têtes pendant quasiment un an, quoi. Donc, si on est parti pareil pour Utro, ça sera peut-être un poil long. Je te confirme que ce sera un poil long, ouais. Encore une fois, à nouveau un segment qui m'a laissé de marbre. Bon, donc écoute, on verra la suite. Je suis plus curieux en fait de savoir quel est l'avenir de Sami Zayn dans cette affaire. Parce qu'à l'arrivée, les Hitros, c'est des rookies, ils sont là, ils débarquent, ils commencent à peine. Tandis que Sami Zayn, c'est quand même un catcheur installé dans le main roster. Et j'aimerais bien qu'il y ait une utilisation un peu plus adéquate, en tout cas des qualités de ce mec. Donc, et c'est pas sur On ce le genre voit. ouais, c'est pas sur ce genre de segment que ça va me convaincre, quoi. Allez, on arrive sur la fin. On arrive sur notre fil rouge avec les Bloodlines hein, qui sont en coulisses avant le main event. Les Usos vont sortir et Jimmy Uso va demander à Roman Reigns de venir, s'il veut venir sur le ring avec eux. Hein. Et Reigns il demande à Jimmy de combien de problèmes en fait c'est Reigns qui doit régler ici quoi. C'est quoi cette affaire quoi. Donc Jimmy il le regarde, il dit il s'en va. Reigns il reste assis avec Paul Heyman quoi, qui le regarde comme à son habitude, toujours fixe les yeux fixés sur la tête de la table. Et là-dessus on part pour notre main event entre
King Woods et j'allais dire Jimmy. Non, en l'occurrence, c'est bien Jimmy Uso accompagné de Jey Uso, alors que King Woods est bien sûr avec Sir Kofi Kingston. On va avoir un petit match, le plus long match de la soirée, puisqu'on va quand même avoir un match de 11 minutes 5. Vraiment un match, alors là, dans la tradition, j'ai envie de dire, des New Day et des Uso, tout le monde en profite pour prendre un peu du spot. Et comme King Woods en ce moment est particulièrement chaud entre les cordes, ça nous donne un match assez sympa, quoi. Et c'est dommage presque parce que justement ce match va être super sympa avec pas mal d'envolées, des interventions de Kofi Kingston, des interventions de Jey Uso, une domination de Jimmy Uso sur la fin de combat qui laisse à présager peut-être la victoire de la Bloodline. Mais Xavier Woods va revenir du diable Vauvert et va finalement réussir à poser un Royal Small Package. Et oui, on va avoir droit à un roll-up, quoi. C'est dommage parce qu'il y avait pas mal d'enjeux sur ce match avec cette stipulation pour s'agenouiller face au roi ou face à la Bloodline. Et finalement, on règle ça avec un petit small package. Ah, 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 ah. Bon, après le match, la musique va retentir. Les New Day célèbrent avec force ce succès. Les Usos sont pas contents, hein. Ils ont des mots avec l'arbitre, mais il veut pas. Celui-ci bosse bien, il les empêche de partir, hein, les arbitres. Mike Rom annonce que Jimmy va maintenant plier le genou et rendre hommage à King Woods. Woods met sa couronne, porte son sceptre. Les chants commencent à résonner dans l'aréna. Jimmy, il explique qu'il n'en est pas question, mais l'arbitre lui dit bah non, mais c'est comme ça, quoi. Il faut suivre la stipulation. Jimmy commence à y aller, commence à plier lentement le genou, alors que Woods va pointer le sceptre. Et là-dessus, qui débarque? Le champion universel de la WWE, 435 jours, mesdames et messieurs, Roman Reigns débarque soudainement sur le ring et va envoyer à Woods un gros Superman Punch des familles, un gros sacrifice tribal pour les fesses royales. La lignée se décharge sur le New Day maintenant, pendant que les fans huent à qui mieux. Ils vont se concentrer sur Kofi, hein, pendant que Woods arrive par derrière sur Reigns. Ça se bastonne, ça se bagarre. Les Usos font tomber Woods avec un double super kick. Il y a même certains fans, je sais pas si t'as fait gaffe, qui vont recommencer à enchaîner des chants Lesnar. Reigns en profite pour donner un énorme spear à Kofi Kingston. Le Bloodline se tient debout et les Usos font une double équipe, double team sur Kofi pour lui arracher la jambe. Jey va maintenir Kofi au sol avec un single crab, tandis que Jimmy va monter au sommet du turnbuckle pour un splash sur le genou de Kofi. Ça me rappelle quelque chose. Il me semble qu'on avait déjà blessé Kofi de cette manière-là. Reigns va maintenir Woods au sol et le fait regarder le massacre sur Kofi Kingston. La bronca est de plus en plus énorme dans l'arena. Reigns va attraper sa ceinture, va s'agenouiller pour trash-talker Woods à mort quand il le menace en lui dire que s'il décide de se montrer la semaine prochaine, bah en gros, il va le tuer, quoi. Finalement, il va lever la ceinture du titre universel en l'air et il va jouer avec un peu avec la foule, quoi, dans une illitude absolue pour des huées totales. SmackDown se termine sous une bronca phénoménale du public de l'Indiana et avec un ami Kofi Kingston qui a le genou dans la boîte à gants. Voilà, ainsi s'achève ce Friday Night SmackDown, mon bon papy. La Bloodline a fait régler la terreur, sacrifice tribal en direct à la télévision américaine. Yes, bah, je pense que tu as tout dit. C'était un bon bain de, je vais pas dire bain de sang, parce qu'il n'y a pas de sang, c'est comme PG, et un bon bain de violence, avec le pauvre Kofi qui s'en est pris plein la gueule et surtout plein le genou. Moi, je suis pas du tout choqué par le roll-up. On est en weekly, hein. On n'est pas dans un pay-per-view, dans un match super important. En plus, ils l'ont teasé le roll-up pendant à peu près toute la fin de match avec des chat traps par-ci, par-là, et je te tiens ci, et je te tiens ça. En plus, c'est un roll-up avec Woods qui tient le slip en plus. Donc, il gagne en trichant. Donc, c'est plutôt bien parce que ça fait comment dire, ça donne un peu de la texture à son personnage. C'est pas juste un face plat qui n'a aucun intérêt, qu'on peut l'avoir dans d'autres lieux. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, bah voilà, ça met un point final à cet épisode assez sympa. Et puis bah une nouvelle fois, c'est la Bloodline, la ligne bleue qui a tenu l'ensemble de la structure du show, hein, parce que tout le reste c'est mineur par rapport à ça, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est clair que ça, c'est
c'est l'événement principal dans le sens littéral du terme. Parce que c'est le fil rouge tout au long du show et que ça se termine sur un bon match. Alors effectivement, moi je fais partie des ronchons un peu sur le finish. Je trouve ça un peu dommage de faire un roll-up pour finir ce truc-là. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus spectaculaire et qu'on fasse gagner Woods d'une manière un peu plus clean, quoi. Et bon, dommage, ça n'aurait empêché en rien le beatdown d'après et tout ça. Donc c'est juste dommage d'avoir le plus long match et le meilleur match de la soirée qui se termine sur un small package. Bah, c'est comme ça, c'est le choix. Un roll-up s'affiche comme un autre. Ce qui est embêtant, c'est quand tu Ouais, les as non, tout le match. je suis d'accord avec toi là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais au final, et puis vraiment l'intervention en mode ouragan de notre tête de la table là, vraiment quand il rentre là dans le ring là, qui vient déposer le premier Superman Punch, on sent que ça va déboîter et ça déboîte. Donc ça c'est opération réussie à ce niveau-là. Et bah du coup mon papy, voilà. Maintenant, on est dans le. Ne quittez pas l'antenne, les amis, parce qu'après le top flop note, on va parler de 2-3 petites choses, un petit peu d'actu. Mais en attendant, on va continuer la tradition catch-up. Et mon papy, tu vas attaquer ce SmackDown pour ton top flop note. Oui, bon, le top facile. Le top, c'est pour le fil bleu de l'épisode, une nouvelle fois qui est vraiment au-dessus de tout. Qui prouve une nouvelle fois que SmackDown est largement au-dessus de tous les autres shows de catch. Alors moi, je regarde pas les autres shows de catch, mais je sais bien que SmackDown c'est le meilleur, vu que je regarde pas les autres. C'est un petit clin d'œil à Tao par rapport à sa review sur qu'on s'appelle Dynamite. Ouais, Mais bon, j'ai bien euh, compris. c'est gentil. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, 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 franchement, plus sérieusement, je trouve ça super et je trouve en plus que ça quelque part en plus avec la façon dont c'est construit, ça permet de dire que Reigns il reconnaît Woods comme un adversaire valable. Je trouve que Woods il a vraiment une montée en puissance qui est assez balèze là entre le King of the Ring et puis là bah, le fait de se retrouver directement dans le main event de SmackDown parce que c'est ça c'est ce qui se passe, hein. Il enchaîne les main events de SmackDown et en plus il est désigné comme un potentiel futur adversaire au champion de SmackDown. Il a ses segments avec son roi. L'idée de Ben Zuni, moi j'ai trouvé ça super en fait, qui continue le délire du roi. Puis ils en l'ont rappelé pendant tout le show avec des petites vignettes un peu de stylées comme un vitrail hein, avec qui va plier le genou devant la tête de la table ou devant le roi. Moi j'ai trouvé ça voilà, j'ai trouvé ça super de bout en bout cette partie-là. Le reste du show est plus oubliable. Je ne saurais pas du coup où mettre mon flop parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs qui sont pas intéressants. Je vais le mettre à Corbin et Moss, non pas pour ce qu'ils font, mais juste parce que il faut qu'ils se positionnent entre l'intercontinental ou la tag team. Là, ça devient chiant d'une semaine sur deux qui navigue entre les divisions. Je mettrais un co-flop de Nakamura qu'on n'a pas vu, mais voilà, c'est parce que j'ai pas eu l'occasion de le remettre un cette semaine, donc je profite pour leur mettre un petit flop aussi pour Nakamura. Hein. Il est toujours champion intercontinental, donc c'est un problème. Et donc du coup, par rapport à ma note, bah, je vais mettre une bonne note malgré tout parce que bah, là, on a eu une bonne grosse colonne vertébrale du show et qui finit par le côté bon. Donc du coup, forcément, ça laisse un bon goût en bouche. Donc je vais mettre un 3. Néanmoins, je m'alerte un peu sur ce SmackDown et j'ai ces alertes-là depuis quand même de nombreux mois, qui ne tourne exclusivement autour de Roman Reigns, qui n'a aucune autre histoire qui se passe. Et malheureusement, plus les histoires avec Roman Reigns, eh ben, c'est à la fin de l'histoire, c'est que Roman qui en sort vainqueur, quoi. Tous les mecs qui sont passés par ses mains en sont sortis broyés, quoi. Euh, donc voilà, attention, pour l'instant ça tire toujours la route, mais attention à tout miser sur Roman Reigns, c'est jamais rien construire autour. Bah, on l'a vu la semaine dernière, dès qu'il est pas là, c'est terminé, quoi. Donc voilà, petite alerte pour SmackDown, ne pas s'endormir sur ses lauriers. Eh ben, ça va confirmer ce que je vais vous expliquer, Peuple le Catch-up, parce que moi je suis très mitigé. C'est mon 3e SmackDown consécutif où je suis très mitigé. J'ai globalement pas été enthousiasmé du tout.
Il y a que très peu de catch. Il y a eu à part le main event et même le main event, c'est pas la folie. C'est un match de 11 minutes. Hein, on n'a pas le droit à un match de 20 minutes avec des stipulations dans tous les sens. Quand je pense qu'encore une fois, Dark Match, le dark match de main event de ce SmackDown, c'était un six-man tag team match entre Drew McIntyre et les Viking Raiders qui affrontaient la Bloodline au complet. Jet, Jimmy, Roman. Ça devait être pas mal, ça. C'est ça que j'aurais aimé voir en main event. Ouais, mais tu veux pas le mettre, tu peux pas mettre Drew en Donc, face de Roman. non, mais moi j'ai trouvé ce SmackDown très faible, quasiment pas de catch. Moi, mon flop, je vais le mettre à Cesaro Mansour, parce que je veux pas voir Cesaro avec Mansour en tag team. Je veux voir Cesaro en individuel ou peut-être à la rigueur en tag team et avec un autre partenaire, mais pas avec Mansour. Pas parce que j'ai quelque chose contre Mansour de particulier, mais vraiment, je ne comprends pas. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et j'espère que c'était qu'un one shot et qu'on n'en parlera plus de cette affaire. Mon top comme toi, je vais le mettre comme tu l'as joliment appelé le fil bleu, parce que effectivement c'était le truc, c'était la colonne vertébrale de ce weekly et que c'est par là que tenait tout le truc et que je suis bien d'accord avec toi que quand Roman Reigns l'a finalement bien dit lui-même, quand il est pas là, du coup ça devient un peu bancal et bon. Moi, j'ai pas vraiment été enthousiasmé. La ceinture intercontinentale existe quasiment pas. Je sais pas, il y a pas mal de choses. Là, les femmes aussi, où étaient-elles? Elles étaient là par le biais de Shayna Baszler et Naomi, mais bon, je sais pas, je trouve que tout ça, c'était assez vite fait. On notera aussi le fait, et là on va en parler après, qu'il ne se passe strictement rien à propos des Survivor Series pendant tout le show. Même, je crois même que le nom du pay-per-view, je sais même pas s'il est prononcé pendant ce show, ce qui est quand même incroyable. Quand on est le 5 novembre, on se dit, bah tiens, ça y est, il va se passer quelque chose, il va se dire quelque chose. Bah non, rien, que dalle. Donc voilà, donc moi ma note, ça va être un 2,5, ça sera la moyenne. Et la moyenne grâce au fil rouge ou au fil bleu, parce qu'effectivement, c'est un peu eux pour moi qui sauvent le show. J'ai trouvé un SmackDown très moyen, et en ce moment, je suis plutôt Team Raw que Team SmackDown. Voilà, voilà, c'est dit. Mon bon papy, il s'est passé des choses, et il faut qu'on en parle, parce que il faut qu'on en parle. On parlait des Survivor Series. Il s'est passé, on va dire qu'on va parler de deux événements précis là, de ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu une grosse charrette, une très grosse charrette. Alors on va éliminer les gens des bureaux, des ressources humaines, des machins qui se sont fait virer, on s'en fout. On va parler des catcheurs. On a eu une charrette de 18 catcheurs et catcheuses qui sont partis avec trois quatre gros noms peut-être, ou trois quatre noms peut-être plus marquants que les autres bien sûr, comme souvent dans toutes les charrettes de toute façon. Et on a un deuxième événement. Alors là, tu sais que ça m'a particulièrement choqué. Et je crois que toi, ça t'a choqué encore plus, puisque tu as été le premier à intervenir sur notre Discord de catch-up là-dessus. C'est que tout simplement, la WWE s'est permis ce week-end de booker les Survivor Series, en particulier les Elimination Match, par les réseaux sociaux, et non pas par le biais d'un booking en weekly de manière presque traditionnelle, j'ai envie de te dire. Donc, toi qui as sorti l'info sur notre Discord, raconte-moi un peu. Et oui, c'était hier soir. Nous avons appris à notre grande surprise le line-up des matchs de 5 contre 5 des Survivor Series garçons et filles. D'ailleurs, je peux vous les dire tout de suite, hein, comme ça on va gagner du temps. Les gars, du Oui, coup, t'as les noms, il a les noms, il a les j'ai les noms. noms. Côté gars, chez SmackDown, on aura Drew McIntyre, Jeff Hardy, Xavier Woods, Sami Zayn et Baron Corbin, qui affronteront côté Raw Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens et Los Mysterios. Et côté filles, alors c'est un peu plus particulier vu qu'on a Sacha, Shayna Baszler, comment elle s'appelle déjà? Mince, la fille aux cheveux verts, Shotzi Blackheart, Natalia et Alia côté SmackDown. Et côté Raw, Bianca, Rhea Ripley sans Nikki Ash, la petite Liv Morgan, Carmella et la reine Zelina Vega. Donc voilà pour les line-up. Alors avant de parler des compositions des équipes, je sais pas si tu veux en parler après, mais déjà pour l'annonce, moi je suis pas en colère ni vénère ni quoi que ça. Je suis surtout déçu en fait parce que à un moment je me suis dit tiens ils en parlent pas, c'est peut-être parce que pour une fois ils vont arrêter de nous foutre le Raw versus SmackDown qui n'a plus vraiment d'intérêt vu que bah, les rosters viennent d'être changés il y a 2 semaines.
Et donc peut-être qu'ils vont nous faire une rivalité inter-show avec par exemple l'équipe de Reigns versus l'équipe de Wood, ça aurait eu du sens. Pour en plus dire que c'est les deux têtes du show, la tête de la table et le roi, ils auraient pu voilà, se battre pour la domination du show, tu vois, je m'étais enflammé et tout, puis au final non, on balance un truc sur Twitter et puis c'est réglé. Et ça m'ennuie d'autant plus que dans ce SmackDown, il y avait quasiment aucun contenu en dehors du fil rouge, pas du fil bleu. Et donc, du coup, tu aurais très bien pu utiliser sur leur série pour justement faire un peu d'habillage du show, quoi. Mais non, pour la peine, j'ai pas envie. Donc voilà, je vais te laisser la parole pour ton avis là-dessus, puis après on parlera peut-être des équipes, parce qu'elles sont sympas aussi quand même. À mon avis, c'est qu'est-ce que c'est que cette merde. Après le line-up, j'ai rien à en dire en fait finalement qu'il me plaise ou qu'il me plaise pas. C'est juste que je trouve ça mais pathétique quoi. C'est là, alors là, en tout cas, je l'ai pris comme une. Tu parles de déçu, oui, moi effectivement c'est une très grosse déception, mais c'est une déception amère quoi. C'est-à-dire que pour moi, ça c'est vraiment le truc ultime de la paresse du booking où on se contente d'envoyer 3 tweets et en expliquant que voilà comment ça va se passer les Survivor Series quoi, qui est un Big Four, qui est un pay-per-view historique de la WWE, et je trouve que c'est traité à la va comme je te pousse. Euh, Vraiment, alors là, j'avoue que là, je n'en reviens pas en fait. Je n'en reviens pas que la WWE ait usité ce genre de pratique pour booker les Survivor Series. Là vraiment, c'est vraiment pour moi. Là, Ouais, moi, peut-être qu'il y aura des gens pour qui ça sera parfait, ça sera etc., etc. Mais alors là, pour moi, là, je crois que c'est un des trucs les pires. Et je pense que la WWE, j'en ai vécu des choses avec eux à travers toutes ces décennies de catch. Mais là, j'en revenais pas. Hein. Quand tu as balancé ça sur le Discord, je n'en revenais pas. Même moi qui gère un peu le Twitter, etc., de catch-up, l'info, j'avais pas fait gaffe, c'était pas passé, donc j'avais pas du tout fait attention. Quand je t'ai vu balancer ce truc-là, j'ai dit, mais sur le coup, je croyais pas, je croyais que c'était un fake. Hein. Franchement, hein, je suis allé voir et tout sur Twitter, etc., pour vérifier parce que je me suis dit, ouais, non, mais c'est un truc de prévision, de trucs comme ça et tout ça. Mais non, non, pas du tout. C'était hyper sérieux et tout, quoi. Donc vraiment, je ne suis que déception. Et, et voilà. Après, si tu veux, effectivement, on peut parler un peu du line-up. Ouais. ouais, après c'est juste pour avant d'embrayer sur le line-up, l'annonce en fait, elle est un peu de ma continuité du fait qu'il n'y ait plus du tout de figure d'autorité à la WWE. Et donc, parce qu'on a déjà eu des fois des trucs sans match de qualification, on a même souvent, hein, sur la série où les mecs Ça arrive, arrivent en disant oui, bon, oui, ça sera oui. qui y seront, c'est terminé. Bah là, ils ont fait pareil sans passer par le show. Bon, je pense qu'ils ont décidé au dernier moment. Ça me déçoit plus que ça me choque en fait. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que j'ai envie de le dire. Et Ouais, par pas rapport au line-up, l'elimination, quand même, l'elimination match, merde, c'est un match qui détient une histoire, qui est ce sera pas un toujours main event en plus, booké. hein. Ah Faut bah se le ça, dire du ouais, coup, hein. ouais, ça qu'il soit pas en main event, à la rigueur, ça m'étonne pas forcément, tu vois, quoi, parce que c'est déjà arrivé. Mais moi, je comprends pas, quoi. Enfin, franchement, là, je ne suis qu'incompréhension et déception. Yes. Et puis par rapport au line-up, donc l'équipe de SmackDown me plaît plutôt. Parce que pour le coup, je parlais tout à l'heure des tauliers de SmackDown. Bon, on retrouve un Drew, Jeff Hardy, Woods, Zayn et même Corbin. Ça tient la route. Alors j'aurais bien aimé Sheamus à la place de Corbin. Mais ça, c'est juste un vœu perso. Mais en même temps, dans les 5 là, c'est des 5 bonnes têtes. Je vais pas non plus critiquer là-dessus. Côté Raw, je suis plus mitigé parce que Rollins, les quatre qui ont fait le match à échelle, d'accord. Alors Dominique Mysterio, qu'est-ce qu'il vient foutre là, Dominique? T'as pas été Styles ou un truc comme ça de dispo? Alors peut-être qu'il est blessé, je sais pas. Enfin, même n'importe qui, même je sais pas moi, Otis, il serait mieux que Dominique Mysterio, quoi. C'est totalement incompréhensible de ma part. Bon, bah c'est peut-être parce que du coup ils vont profiter pour relancer un truc parce qu'il va certainement éliminer son père ou une connerie comme ça. Puis voilà, comme ça ils vont continuer à se bisbille. Et puis côté des filles, c'est pas terrible en même temps. Et je pense qu'ils n'ont pas suffisamment de filles pour faire 5 contre 5 sans que ce soit des fonds de tiroir. Donc un peu juste étonné qu'on ait Aliyah et pas Tony Storm côté SmackDown, mais c'est pareil, on la voit plus du tout à Tony Storm. Donc est-ce qu'elle est pas blessée ou une connerie comme ça? Je ne sais pas trop. Et puis bah voilà, c'est bien aussi de voir Rhea Ripley sans Nikki ASH. Mais bon, c'est pas non plus Je sais pas. totalement surprenant. Ça reste pauvre Ouais. côté filles. Le line-up côté filles fait vraiment pas rêver par rapport aux garçons, hein. Mais bon, ça, c'est pas surprenant quand on voit le temps d'antenne des filles, hein. Ouais, et puis avec une équipe quand même où t'as Rhea Ripley, Liv Morgan, Bianca Belair dans la même équipe déjà. De l'autre côté, bon, il y a Banks, Baszler qui vont faire un peu office des patronnes.
Ouais, je sais pas, je sais pas. Je t'avoue que le line-up, en fait, m'intéresse presque pas. Moi, j'attends de ce match avec une histoire, avec des trucs qui se construisent au fur et à mesure des weekly et que on construit une équipe pour X ou Y raison, une alliance d'un moment pour telle ou telle raison. Alors bon, là, du coup, ça nous a augure, ça va être un Survivor Series SmackDown versus Raw. Alors ça veut, si on faisait avec la carte actuelle, ça voudrait dire qu'on aurait par exemple un Nakamura, Damian Priest. Oh putain, Oh là 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 là, Damien Priest, j'espère qu'il j'espère perd qu'il la va faire. ceinture, hein. Là, Que- Kamura perd ta ceinture. Mais non, ils perdent pas la ceinture. Ils perdent pas la ceinture au Survivor Series. C'est juste Avant, je veux dire. c'est un- Qu'il Ouais, la semaine ah ouais, prochaine. à moins qu'ils perdent la ceinture avant, ouais. Pourquoi pas, ouais. Donc voilà, ça pourrait faire un Biggie versus Roman, ça serait pas mal ça. Voilà, mais là, vraiment, les Michel Match, alors là, moi je donne un zéro pointé à la WWE. Vraiment, peut-être que ça passe auprès des jeunes, je n'en sais rien. Si vous êtes jeune, expliquez-moi pourquoi ce genre de pratique vous plairait. Euh, mais moi, je vous avoue que là, alors là, je suis complètement dépassé, je suis perdu, je suis foutu. Je trouve que c'est vraiment la décision la plus nulle de l'année 2021 à la WWE. Je ne m'en suis pas remis de ce week-end. Allez, c'est pas grave, ça va aller. Dans 2 jours, Ouais, c'est je vais oublié. essayer. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, le catch, ça tourne. Dans 48 heures, on sera passé à autre chose. Mais en attendant, comme on est dans l'actu du jour avec ce SmackDown, on termine avec la deuxième petite info. Donc, d'info, c'est que cette semaine, bah, il y a eu une belle charrette, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc, mon bon papy, au revoir, Bifab, des Hitro, donc on en a parlé. Au revoir, Ember Moon, Eva Marie, Frankie Monet, Grande Métallique, Lindsay Dorado, Harry Smith, Jet Rama, Jessica Mea, Carrion Cross, Scarlett Bordeaux, Katrina Cortez, Kisly, Mia Yim, Nia Jax, Orney Lorcan, Trey Baxter et Zayda Ramier. Sachant que dans ces 18 catcheurs et catcheuses licenciés, il y en a 5 qui le sont pour des raisons de vaccination. Et il y en a 2 pour qui, en fait, c'était déjà négocié, en l'occurrence, Lindsay Dorado et Grand Metallic, qui avaient tout simplement demandé leur release il y a une soixantaine de jours, ce qui fait que eux, par exemple, n'auront une clause que de 30 jours. Et ça en concerne quelques autres comme ça d'ailleurs, qui sont sous une clause de 30 jours, mais sinon la majorité reste sous la fameuse clause des 90 jours, ce qui fait qu'on pourrait les revoir sur un ring de catch à partir de début février, mon papy. Alors, ton ressenti là comme ça, un peu quand tu as appris cette nouvelle vague de licenciement, on en est déjà à la quatrième, il me semble, en 2021, troisième peut-être. Fact-checking, peuple catch-up, mais bon, ça commence à charger hein, les charrettes. Hein. Mais c'est bien à l'image de notre monde. Alors mon papy, surtout qu'est-ce qui te, dans les noms, dans peut-être la façon de procéder aussi, qui sait, qu'est-ce que tu relèves un peu de cette dernière charrette WWE? Ouais, alors la charrette en elle-même, je t'avouerai que je me suis toujours dit, je m'en fous un peu. C'est pas que je suis pro licenciement, bien au contraire, mais c'est juste que c'est le mode de fonctionnement aux États-Unis, donc j'ai absolument aucun souci avec ça. Je sais que il y en a qui disent ah oui, mais c'est honteux, le WWE ils gagnent de l'argent et ils licencient des gens. Eh oui, bah bienvenue dans le monde réel, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça sert à rien de chouiner et puis c'est pas parce que ça aurait été une autre boîte que la boîte de Vince McMahon que ça serait pas passé pareil. Fin de la parenthèse sur ça. Les noms, la plupart, tu dis qu'ils vont pouvoir catcher d'ici je sais plus combien de semaines. Bah, faudra d'abord qu'ils trouvent du boulot parce que la plupart quand même ils faisaient pas grand-chose. Sur les noms comme les plus importants, sur qui je vais pouvoir revenir, Nia Jax, c'est un peu une surprise, mais j'ai cru comprendre que c'était pour des raisons un peu extra sportives, comme on dit dans le milieu. Le Kisly, ça restera un mystère parce que j'ai l'impression qu'ils ont toujours tenté de le lancer et qu'il s'est toujours planté. Alors, je sais pas si c'était parce qu'il lui faisait pas confiance ou si lui il y avait des soucis derrière. Ça restera un peu nébuleux, mais il y aurait quand même plein de pushs avortés, alors qu'à chaque fois il était montré fort, donc je comprends pas trop. L'inverse avec Karen Cross, qui lui par contre il a été saccagé dès sa montée dans le main roster et puis bah du coup bye bye. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, en même temps, la fin de NXT partait déjà quand même un peu en autre boudin, donc bon, je suis pas trop surpris non plus. Qui d'autre? J'oublie des noms. Ember Moon, bah, Ember Moon, c'est un poil décevant pour elle, mais d'un autre côté, elle avait été rétrogradée à NXT, donc ça sentait quand même pas bien bon, tout comme Frankie Monet là, qui est quand même assez âgé et puis qui traînait à NXT
l'expérience d'être championne, donc du coup, je m'étais dit ça sent pas bon pour elle, ou alors faudra la promouvoir. Bah, c'est plutôt l'option ça sent pas bon pour elle. Voilà, donc y a pas, pour moi, il y a pas de grosse surprise. Il y a des surprises, mais c'est pas non plus, c'est voilà quoi. La machine à laver continue de laver le linge sale. Kimonet, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'elle était là que depuis très peu de temps, que c'est la femme de John Morrison, et que peut-être ils envisageaient certaines choses en plus avec l'absence du Miz, etc. Et elle était montée assez haut au niveau de la division féminine. Donc moi, ça fait partie des trucs qui m'ont surpris quand même. Euh, Après, en perte de catcheur pur, ouais, Ember Moon, moi ça m'ennuie parce que c'était une catcheuse que j'aimais bien. Et je trouve assez dommage finalement toute cette fin qu'elle aura eue à la WWE, c'est assez triste. Par exemple, à Karrion Cross, ça ne m'a pas du tout surpris. Karrion Cross, Scarlett Bordeaux, en fait, le couple, pour moi, vu ce qui se passait avec Karrion Cross dans le main roster, en fait, je n'imaginais pas beaucoup d'issues finalement pour ce couple-là. Et je pense qu'eux, ils se feront une beaucoup plus belle carrière ailleurs qu'à la WWE. Ils ne pouvaient fonctionner qu'en duo, mais ça, dans le main roster à la WWE, c'était pas possible apparemment. Donc voilà, donc finalement ça, il n'y avait pas de surprise. Non, pour moi, vraiment, la plus grosse surprise, et c'est vraiment la grosse surprise, c'est Keith Lee. Hein. Vraiment, alors là, je t'avoue que Keith Lee, je l'avais pas vu venir. Un peu comme j'avais pas vu venir Braun Strowman, peut-être. Même Nia Jax, je t'avoue que bon, ouais. Mais Keith Lee, vraiment, là, j'ai pas compris. Keith Lee, et là, il commençait juste à être packagé. Il a quand même catché la semaine dernière. Ah ouais. Et finalement, il est viré. Ce gars-là, ils avaient investi sur lui aussi. Il avait fait des films WWE, des trucs pour les enfants, des trucs comme ça. Donc, il l'utilisait de d'autres manières. Donc, vraiment une grosse surprise. Je pensais qu'il y avait vraiment un moyen en plus de parier sur l'avenir avec lui. Donc, j'avoue que là, ça m'a laissé assez circonspect quand même le départ de Keith Lee. Mais bon, écoute, comme tu l'as dit, de toute façon, hein, c'est parti, c'est comme ça, hein, en plus ça fonctionne comme ça aux États-Unis. C'est le business, business is business. C'est la fin de la Gilbert Bécoloc. Hein, voilà, Karrion Cross s'en va. Ne C'est manquera pas. terminé. Elle ne nous manquera pas, cette Gilbert Bécoloc, même si elle était amusante à reviewer, mais catastrophique à regarder. Mais bon, ah voilà. Et puis sinon, effectivement, après, pour terminer là sur ce sujet, c'était vraiment il y avait beaucoup de catcheurs et catcheuses de NXT. Et ceux qui étaient dans le main roster, ils n'ont pas fait énormément grand-chose. Hein. Mia Yim, la pauvre, elle aura fait que Retribution. Donc ça n'aura pas été bien loin. Grand Metalik et Lince Dorado auront eu droit à quelques spots par équipe en faisant quelques matchs un peu sympas et tout ça. Mais ça sera toujours resté la low card de la Tag Team Division. Donc au final, aucune énorme surprise ou vraiment un énorme nom, qui, même si pour moi, voilà, le plus gros nom de cette charrette, c'est Keith Lee. Et puis voilà. Donc voilà, bonne semaine à la WWE, mon papy. Ouais, mais c'est bon. En plus, on a vu qu'ils ont des bénéfices, donc les affaires roulent quand même. Hein. Il y a pas péril en la demeure. Oh bah oui, on s'inquiète pas, je m'inquiète absolument pas pour la petite entreprise de Vince McMahon. Tout va bien à bord. Allez, ainsi s'achève cette review de ce Friday Night SmackDown avec un petit peu d'actu. Pour nous retrouver, c'est facile. La communauté Discord, la communauté Catch-Up sur Discord, tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube où vous pouvez laisser des likes et des commentaires, le fact-checking, laissez le fact-checking dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur la plateforme de podcast, Apple Podcast, Podcloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, le site officiel catchup.lepodcast.fr, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. Mon cher papy, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir été mon tag team gériatrique of the day pour reviewer le monde merveilleux du show bleu. Mais merci à toi de m'avoir invité dans le studio. C'était fort plaisant, en espérant bien sûr qu'on ne reçoit pas un coup de fil de Vince à la fin de l'émission pour nous dire qu'on est viré nous aussi. Ça serait mal commencer la semaine quand même, surtout avec le pont d'or qu'il nous offre chaque semaine pour dérouler nos émissions sur la WWE. Il va pas être content ce soir, on va recevoir un mail parce que là les notes sont pas extraordinaires de SmackDown en ce moment. Mais par contre il doit être content pour Monday Night Raw. Mais bon, que voulez-vous, hein, il va s'y faire le Vince, il va s'y faire. Et puis bientôt de toute façon il va laisser passer la main. Hein. C'est comme ça que ça se passe cette affaire dans le catch. Allez, là-dessus, on vous laisse.
Vous pouvez toujours aller checker en ligne, hein, on avait une semaine riche, hein, toujours le catch-up, le WWE Raw du 1er novembre 2021 avec une extension du domaine du Big Ending. On vous a fait aussi une petite review de AEW Dynamite du 3 novembre 2021 avec la taloche du catch. Et on termine en beauté avec ce monde merveilleux du show bleu avec le papy et le tonton. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face, et puis des grosses pires aussi, hein, parce que des grosses pires à la romane, ça fait bien mal. Salut papy. Salut tonton, salut à tous. Salut peuple de catcheurs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir virer la prochaine fois? Bon, c'est quoi, tu veux dire la prochaine Charez à catch-up? Je pense que c'est le moment. Faut lâcher du lest. Bon, on va envoyer un mémo au patron.